si vous permettez, je voudrais quand même qu'on revienne sur ce projet que vous coordonnez depuis quelques mois déjà, le projet Well City. Là-dessus, on connaît quand même pour votre société une certaine expertise aujourd'hui en matière d'urbanisation. Pourquoi un tel projet à Well City? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques années, le gouvernement a lancé ce qu'on appelle l'étude prospective pour Togo, la vision Togo 2030. Et dans ce cadre, c'est que dans l'espace de Lomé, il y a un concept qui est apparu, c'est le Grand Lomé. Parce que malheureusement, comme je dis tout à l'heure, la population s'accroît, mais les terres, l'espace urbain n'est pas dilatable à volonté. Donc aujourd'hui, il se fait que Lomé fait face très rapidement à trois frontières, ce que j'appelle des barrières naturelles. Donc vous avez l'océan Atlantique au sud, vous avez le bassin d'Usion au nord et à l'est, et vous avez la frontière à l'ouest. Alors donc aujourd'hui, en pensant le Grand Lomé, c'est que Lomé doit faire un saut stratégique en termes d'espace, donc du côté spatial, et il est défini ce qu'on appelle le Grand Lomé. Et donc Well City se positionne donc comme une solution d'architecte, une solution d'urbaniste, une contribution d'une entreprise citoyenne, donc qui est Confortis International, donc qui anticipe donc, et qui s'intègre dans cette vision Togo 2030 à travers une ville satellite, donc une ville nouvelle qui se positionne dans le Grand Lomé et qui va être une solution pour le problème du logement que connaît Lomé les 15 prochaines années. Alors, on vous entend parler de vision Togo 2030, on a comme l'impression que c'est peut-être un projet à long terme. Dites-nous, est-il urgent aujourd'hui, au-delà peut-être du cas du Togo, d'aller vers ces villes nouvelles en Afrique, un peu comme pour régler en amont le problème d'urbanisation qui se posera tôt ou tard? Alors donc c'est fondamental. Lomé, les 15 prochaines années, va probablement presque doubler. Donc le Grand Lomé attend à peu près 1 million d'habitants de plus donc pour l'horizon 2030. Et c'est important que des espaces, des logements, des infrastructures, de services puissent être planifiés et pensés. Mais à la différence que nous n'attendons pas, nous avons démarré. Aujourd'hui, les logements sont en train de sortir de terre et les premiers habitants sont attendus pour les prochains mois. C'est vrai, c'est une vision. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu la tendance de croire que quand on parle de vision, c'est pour le futur. Mais le futur, il se construit chaque jour, chaque mois, chaque année, pour que l'objectif dans les 15 prochaines années puisse être atteint. Et donc, effectivement, Well City aujourd'hui est une réalité, mais s'inscrit dans une vision. Alors, une réalité qui s'inscrit dans une vision, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'est des projets quand même qui commencent par abonder un peu en Afrique quand c'est ce genre de construction, d'urbanisation de la ville, avec des logements, des fois des logements sociaux et un peu chez vous également des logements, en tout cas qui répondent à un besoin pressant sur le terrain. Mais qu'y a-t-il de particulier aujourd'hui avec ce nouveau projet Well City quand on sait qu'il y a beaucoup de ces projets qui existent en Afrique et même au Togo? Alors donc Well City, la particularité c'est qu'elle est développée par des professionnels, c'est un projet privé. Bien entendu, nous avons le support et l'accompagnement de l'État. La spécificité c'est que d'abord Well City va se positionner comme une smart city, donc une ville intelligente, qui va donc intégrer l'ensemble des exigences pour que les nouveaux habitats, comme le rapport de la BAD le dit, soient des habitats durables. Donc que ce soit Well City soit une ville durable. Donc une ville durable où nous avons un certain nombre des exigences environnementales, donc en termes de confort au niveau des logements, en termes d'organisation des espaces, en termes d'accès aux services, donc eau, électricité, énergie renouvelable, parce que nous avons l'intégration des énergies renouvelables, donc notamment le solaire, l'éolienne. Des études sont en cours, donc avec un certain nombre de fonds d'investissement locaux et internationaux pour que l'intégration des énergies renouvelables soit effective et qu'on arrête que ce soit un rêve, mais que ce soit vraiment effectif. Alors,
Un autre procès qui est très souvent fait aussi hein, aux architectes quand on parle de ces projets, c'est souvent pas des projets à apporter des populations. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui c'est n'importe qui peut se retrouver dans ce projet Wild City, n'importe quel citoyen, je veux dire. Sur cette question, il y a deux volets. Vous avez ce qu'on appelle des coûts incompressibles. Vous avez, tout à l'heure, on a parlé de la Smart City. Vous avez ce qu'on appelle également des services minimums de base. Et comme je dis, d'abord, nous avons démarré comme une initiative privée pour soutenir la vision Du gouvernement. 2030. Et comment on peut faire baisser les coûts? Alors, on peut baisser les coûts en renforçant l'accompagnement de l'État. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une quinzaine d'hectares. Nous sommes vraiment dans la vérité des coûts. Bien entendu, nous avons un certain nombre de facilités pour les réseaux d'eau et d'électricité. Mais l'objectif, c'est que Wild City, aujourd'hui, comme vous le voyez, sur les 15 hectares, c'est le noyau de la ville nouvelle. Donc l'objectif, c'est de très rapidement se détendre sur une centaine d'hectares. Et nous attendons l'accompagnement de l'État sur trois niveaux. D'abord sur la voirie, donc la voirie d'accès. Secondo, sur la contribution en termes de foncier, parce qu'il faudrait que l'État puisse nous accompagner pour acquérir le foncier dans la périphérie. Et ensuite, il faut défiscaliser. Donc, vous savez, aujourd'hui, c'est autour de 10% pour enregistrer une propriété. Si demain, l'État dit, écoutez, moi, je veux contribuer pour faire baisser les coûts, oui, on peut continuer à faire baisser les coûts et faire bénéficier l'ensemble de la population. Alors, dans tous les cas, il y a déjà une solution à laquelle vous avez pensé, c'est ce partenariat stratégique avec la Banque Atlantique. Dites-nous de quoi s'agit-il concrètement, quels sont les termes de ce partenariat et en quoi est-il bénéfique aujourd'hui pour les potentiels acquéreurs à Wild City? Alors, nous avons donc bénéficié donc, de cet appui de la Banque Atlantique, donc, qui fait partie d'un groupe africain avec des capitaux marocains pour plus de la moitié. C'est deux niveaux, hein, parce qu'aujourd'hui, la première phase de Wild City, qui comporte 200 villas individuelles, est financée donc, par un fonds d'investissement africain, qui est Shelter Afrique. Et il se fait qu'une fois que nous allons sortir les maisons avec ce premier niveau d'investissement, il faut que ces maisons puissent être habitées. Et Banque Atlantique étant une banque locale, une banque commerciale, l'accord avec ce groupe, c'est d'accompagner l'ensemble des clients qui sont éligibles. Et à trois niveaux d'ailleurs. Donc le premier niveau, c'est les salariés qui peuvent être éligibles. Donc l'idée, c'est de faire des taux assez acceptables et d'aller sur une période d'une vingtaine d'années. Le deuxième type de clients, c'est les opérateurs économiques, donc, qui peuvent donc payer sur 24 mois. Et si jamais ils n'ont pas atteint, ils n'ont pas pu solder sur les 24 mois, la Banque Atlantique vient pour solder. Et la troisième catégorie, c'est la diaspora. Donc, comme je vous l'avais dit, nous venons de boucler un roadshow sur la côte est des États-Unis. Nous avons rencontré la diaspora qui est très intéressée, qui est très engagée parce que ces dernières années, ils ont fait des investissements qui n'ont pas été concluants. Et donc, Banque Atlantique se positionne donc, pour que sur 24 mois, nos concitoyens de la diaspora puissent faire des contributions donc à hauteur de 50 à 60%, et la Banque Atlantique vient pour combler le gap.